Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Fanny Rondelet. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, on attend quelques instants que les premiers nous rejoignent. Toujours un peu particulier ce moment de flottement. Je vois déjà les premiers que c'est en train de monter petit à petit. Je vais attendre le top. Je vois déjà les premiers arrivés. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous ce soir. Ok. Donc, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette troisième édition du Forum de l'enfance libre. Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, assistants maternels, puéricultrices ou tout autre professionnel de l'enfance, vous êtes-vous déjà senti retranché dans vos limites, au bord de l'épuisement, en saturation, impuissant, voire démunis? La parentalité et plus largement le contact avec les enfants peut réveiller des difficultés émotionnelles, relationnelles, voire même faire malgré nous ressurgir des blessures enfouies. La perte de plaisir dans la relation avec son enfant, le fonctionnement en pilotage automatique, les cris, la colère, voire le basculement vers la violence physique ou psychologique ne sont pas des fatalités. Le kit du parent imparfait vous propose à travers nos 8 invités des pistes pour nourrir la sérénité, la joie et le bien-être avec vos enfants et avec vous-même. Ce programme est proposé dans le cadre de la 18e édition de la Journée de la non-violence éducative ordinaire qui aura lieu le 30 avril. Si vous ou un de vos proches êtes dans une situation difficile avec vos enfants, des ressources gratuites ainsi qu'une liste de professionnels vous sont proposées. Il suffit de nous envoyer un message en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Rondelet. Bonsoir Fanny, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Ophélie, bonsoir tout le monde. Tu es conteuse, comédienne et auteure. Et pendant plus de 10 ans, tu t'es formée à CNV, donc CNV Communication non violente. Et aujourd'hui, tu transmets ton expérience autour de la parentalité et la communication bienveillante à travers tes écrits et tes spectacles, dont le dernier qui est interactif et qui s'intitule « Quelle famille ?» Donc, comme je disais, tu es conteuse, comédienne et maman de 4 enfants. Quels sont les messages principaux que tu cherches à faire passer aux familles à travers tes scénettes dans ce spectacle? Alors déjà, je voudrais préciser que ce spectacle, je ne suis pas toute seule. Je suis avec un comédien qui s'appelle Christian Sell, qui est lui aussi formé à la communication non violente. Et du coup, ce qu'on cherche à installer avec ce spectacle, c'est vraiment un partage autour de nos expériences de parents. Et on cherche vraiment à mettre les parents à l'aise dans le fait que le métier de parent, c'est du tâtonnement, c'est de l'expérience jour après jour, c'est on tombe, on se relève. Et on cherche déjà dans un premier temps à apporter de l'empathie par rapport à ça, avec un petit peu une mise à distance des situations on aborde avec légèreté, pour pouvoir les regarder avec un petit peu plus de distance. Et puis ensuite, avec les parents, il y a un moment de partage d'expérience, d'expérimentation avec le Théâtre Forum. Et ça permet de vraiment comment dire, voilà, ce que je disais tout à l'heure, se distancier, regarder la situation et récolter des petites pépites des uns des autres, puisque le public partage des clés. Nous, on en partage aussi à partir de la communication non violente. Et donc, pour revenir au cœur de ta question, pour moi, c'est le vecteur pour transmettre la communication non violente en pratique, en exemple, en fait, en pratique, et aussi s'ouvrir à tous les autres outils qui existent, parce que tous les parents partagent aussi leurs astuces, leurs clés. Ok. Alors, j'ai un point technique pour toi. Est-ce que c'est possible de te rapprocher de la caméra parce que Ah apparemment, oui, je suis bien vraiment sûr. toute petite.
De long. Ok, super. Merci. Voilà. Tu parles, du coup, tu parlais du métier de parent. Ouais. Pourquoi pour toi, le parent, c'est un métier en fait? Qu'est-ce que ça change de le définir comme un métier? Alors, quand je le définis comme un métier, j'ai pas envie de dire voilà, c'est quelque chose de professionnel, il faut se former, tout ça. Euh, ce que je veux dire par métier, c'est que c'est vraiment quelque chose à quoi on se consacre en fait. C'est quelque chose dans quoi on va mettre de l'énergie. C'est pas un truc, voilà, ça tombe du ciel, je suis parent et les choses vont continuer à couler de source comme ça. C'est quelque chose où il y a un investissement en temps, il y a un investissement en énergie, il y a un investissement affectif, il y a un investissement dans la relation. Et puis, il y a tout ce qu'on récolte aussi. Il y a tout ce qu'on récolte, comme dans un métier, on récolte de la reconnaissance, on récolte voilà, beaucoup de satisfaction. Dans notre rôle de parent, c'est pareil. Ok. Mm. Tu parlais de communication bienveillante et non violente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi? Alors pour moi, dans le début, la communication non violente, donc qui est un processus qui a été mis en lumière, je vais dire, par Marshall Rosenberg dans les années 60. Euh, et donc, voilà, il a mis en place des stages, tout un réseau international très riche. Et au début, pour moi, c'était un outil, en fait. C'était comme une petite échelle qui me permettait de descendre à l'intérieur de moi, qui me permettait d'aller écouter ce qui se passait pour l'autre, qui me permettait d'exprimer ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'essayer de reformuler ce qui se passait pour l'autre. Vraiment, quand je dis une petite échelle, parce qu'il y avait vraiment il y a des étapes, il y a des barreaux. Premier barreau, j'observe vraiment en distanciant par rapport au jugement, j'observe ce qui se passe, quoi. Comme par exemple, si je dis mon fils, il est insupportable, en fait, si je suis dans l'observation, il n'est pas insupportable, mon fils, c'est juste qu'il a laissé tomber son bol et que c'est la troisième fois depuis ce matin. Là, je suis dans l'observation. Quand je dis il a laissé tomber son bol, c'est la troisième fois depuis ce matin. La deuxième échelle, le deuxième échelon, c'est ce que ça me fait, en fait. Voilà, bah, je suis juste horripilée et puis Mm. et le troisième barreau, c'est les besoins qui sont réveillés dans cette situation, donc peut-être de la légèreté, de la facilité, de la fluidité. Et puis le dernier barreau, c'est qu'est-ce que je fais avec ça dans le concret, en fait. Et donc, voilà, je fais un pas concret. Ça peut être tout simplement de dire à mon fils que c'est fatigant pour moi et est-ce que tu comprends ce que je ressens quand ça se passe comme ça? Ça peut être juste ça, par exemple, la demande. Donc, pour moi, au début, c'était vraiment comment dire, un guide, en fait, une sorte de béquille qui permettait de sortir de l'ornière des habitudes que j'avais mises en place de par mon éducation, etc. Et petit à petit, c'est devenu naturel, je passais plus par l'échelle en fait. Maintenant, je passe plus par l'échelle observation, besoin, etc. J'identifie plus dans ma façon de communiquer où j'en suis, dans quel barreau, etc. Non, là, c'est devenu un art de vivre en fait. Ok. Qu'est-ce que Voilà. ça a changé pour toi dans ta manière d'être maman, d'avoir accès à cette béquille, cet outil? Alors, la chose la plus importante que ça a changé pour moi, c'est de faire la différence entre besoin et stratégie. Mhm. Je m'explique, en fait, Ouais. voilà. Bon, par exemple, je prends une situation qui date, hein, parce que parmi mes 4 enfants, j'en ai 3 qui sont grands déjà, qui ont 19, 21, 23. Et puis, j'en ai une plus jeune qui a 12 ans. Donc, les situations d'apprentissage de la CNV, on va dire, ça va être des exemples puisés il y a 10 ans, même plus, puisque aujourd'hui, avec ma plus jeune fille, on est dans quelque chose de beaucoup plus naturel, en fait. Mhm. Enfin, c'est devenu, ça s'est intégré, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite, moi j'étais rodée, enfin, c'est différent. Et du coup, donc la différence entre besoin et stratégie, par exemple, je demandais de l'aide à mes enfants pour débarrasser la table. Donc, ils avaient, je sais plus, 3, 5, 7, on va dire. Et donc, mon fils de 5 ans, il refusait de venir. Je lui disais, viens débarrasser ton assiette, s'il te plaît. Il refusait de venir.
Et donc là, je sens que ça commence à monter à l'intérieur de moi. Je me raconte qu'il ne coopère pas, que... nanana. Et bon, je me mets à distance et je me vois en train de me raconter des trucs. Je me dis, OK, c'est quoi le besoin là? Bah, je n'ai pas besoin qu'il débarrasse son assiette. Moi, j'ai juste besoin de coopération. Donc, je lui ai dit, OK, moi, c'est important pour moi d'avoir de l'aide là et puis de sentir que je ne suis pas toute seule avec les tâches. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour m'aider? Et il m'a dit, bah, je débarrasse mon bol si tu veux. Donc là, c'était clairement OK pour moi, quoi. Parce que si j'avais fait une fixette sur tu débarrasses ton assiette, je serais restée accrochée à une stratégie. Et mon besoin, c'était juste un besoin de soutien. Donc j'ouvre, je lui fais part de mon besoin, je lui dis de quelle manière tu es OK pour m'aider. Et lui, il répond avec une autre stratégie que celle à laquelle j'avais pensé au départ. Donc c'était OK pour moi. Donc c'est ça, en fait, pour moi, la bascule, ça a été ça. Ça a été de constater qu'en fait, quand la personne me dit non, quand mon enfant il me dit non, il dit pas non à mon besoin, il n'est pas OK avec la stratégie que je lui propose. Lui, je pense qu'il avait juste besoin de choisir, en fait, la manière dont il voulait m'apporter de l'aide. Donc, si on veut trouver une entente, il faut que j'accepte que lui, il cherche à satisfaire un besoin et que le fait de m'aider à satisfaire mon besoin, ça ne va pas à l'encontre de son besoin à lui. Donc, parmi les milliards de stratégies qui permettent de satisfaire son besoin à lui et les milliards de stratégies qui permettent de satisfaire mon besoin à moi, on vient bien en trouver une ou deux en commun. Donc, c'est là que ça m'a appris vraiment à rester accrochée à mes besoins et à lâcher prise totalement sur les stratégies. OK, comment tu y réponds et comment tu les nourris? Voilà. C'est ça, OK. Donc là, tu as donné un exemple, concret de ce que ça t'a apporté et au quotidien, est-ce que tu peux donner un exemple de comment tu l'utilises, ou comment tu l'utilisais du coup? Peut-être, parce que maintenant c'est devenu un art de vivre, mais au tout début, quand tu étais une béquille, qu'est-ce que tu mettais en place avec tes enfants, pour améliorer ou en tout cas aider à la fluidité de la relation et éviter, peut-être d'exploser à un moment donné pour toi? Mmh. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les choses que je mettais en place, on va dire, dans l'urgence, parce que j'en pouvais juste plus. Donc là, c'était parce que je les ai eus une année en instruction en famille et ils ont très peu d'écart et ça a été l'année assez sportive, hein, vraiment parmi toutes les années de leur petite enfance. Et il y a eu beaucoup de moments cette année-là où je craquais complètement. Donc, ce que je faisais, c'était que j'allais dans ma chambre. Quand je craquais, j'allais dans ma chambre et je leur disais que j'avais besoin de pleurer. Et donc, je fermais ma porte, je me mettais à pleurer. Et puis, quand ça allait mieux, je ressortais. Donc ça, c'était la mesure d'urgence, on va dire. Mmh. Après, il y a des tas de petites choses, des tas de petits jeux qu'on peut faire, genre, voilà, le soir, on prenait parfois un temps pour dire qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas aimé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai nourri comme besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas été nourri? Ce genre de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand il y a des conflits qu'on utilise la communication non violente, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre, on essaye de mettre des routines en place. Comme par exemple, les échanges de gratitude aussi. Ouais, c'est quoi exactement? Tu peux donner un exemple? Par exemple, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que chacun a fait qui, moi, m'a nourri? Donc, je vais donner de la gratitude à chacun pour ce qui a été nourri comme besoin pour moi, du fait d'une action qui a été posée par chacun. Ça, OK. ça peut être, on peut le faire sous forme de jeu aussi. On est en rond et puis je donne de la gratitude à la personne qui est à ma gauche et puis elle la reçoit. Puis après, elle donne de la gratitude à la personne qui est à sa gauche et ainsi de suite. On fait un cercle. Ce genre de petite routine qui permet de vitaminer la relation aussi. La gratitude, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on croit que la communication non violente, c'est un outil qu'on va utiliser en cas de conflit. Mais en fait, c'est un outil qu'on va utiliser juste pour partager sa vie intérieure. Et la vie intérieure, il y a des jours où ça pétille et puis il y a des jours où ça pleure, quoi. Mmh. Tu parles de l'outil de la communication non violente. Il est aussi, très critiqué et on le trouve parfois très difficile.
Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit que la communication non violente, c'est difficile et que ça peut être vécu comme une charge supplémentaire et non pas une aide? Et est-ce que c'est peut-être quelque chose que toi aussi, tu as vécu au début? Alors, il y a, il y a plusieurs aspects. Déjà, effectivement, c'est difficile. C'est difficile de naître, c'est difficile de se relever quand on tombe, c'est difficile quand on est un bébé et qu'on a mal au ventre, c'est difficile. Il y a plein de choses qui sont difficiles et il se trouve que notre être est fait pour traverser ces choses difficiles. On est outillé pour, on a des yeux, on a des sens pour percevoir ce qu'on ressent, on a un petit cœur pour ressentir nos émotions, on a une base pour sentir nos besoins, on est vraiment outillé pour vivre ça. Même si c'est parfois difficile, on a tout ce qu'il faut pour le vivre. Donc, personne n'a jamais dit que la vie, c'était facile. Hein. Et après, c'est difficile au début, hein, parce qu'une fois qu'on sait marcher, on ne tombe plus, on ne se fait plus mal. Donc, on n'a plus à se relever à chaque fois. Donc là, c'est pareil. Au début, c'est difficile parce qu'on a des habitudes qui sont contraires à notre nature, qui se sont ancrées avec notre éducation, tout ça, qui nous a dit, ben, non, non, t'as pas peur, mais non, t'as pas froid, mais non, mais si, je te dis que t'as froid, etc., qui ont fait qu'on s'est déconnecté de notre vérité intérieure, qui pourtant était là. Je veux dire, je le sens bien que j'ai froid, je le sens bien que j'ai faim, je le sens bien que j'ai peur. Si je le sens, c'est que ça existe. Mais non, on m'a dit non. Donc, il a fallu que je désapprenne ma nature pour réapprendre des codes qui sont complètement extérieurs à moi. Donc, forcément, de revenir et se remettre à écouter mon corps, mes sensations, mes émotions, ben oui, c'est difficile parce que je suis dans une ornière, en fait. Je suis dans une ornière et c'est beaucoup plus facile quand on est dans une ornière de la suivre que d'en sortir. C'est pour ça que c'est difficile. Donc, au début, forcément, ça va être compliqué de sortir de l'ornière et de poser de nouvelles habitudes. Et effectivement, on va trouver que c'est plus compliqué parfois, plutôt que de dire à son enfant écoute, mange, t'as pas le choix, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va lui faire peur, puis il va manger parce qu'il a peur. Ça va aller beaucoup plus vite, il va finir son assiette, puis il va aller au lit beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus simple. Alors que d'écouter pourquoi il n'a pas envie de manger, d'écouter pourquoi moi ça me contrarie à ce point et de partager là-dessus, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais au final, ce qui va arriver, c'est qu'au bout d'un moment, notre enfant, il va accéder beaucoup plus vite à ce qu'il ressent et il va nous l'exprimer beaucoup plus facilement puisqu'il a pris l'habitude qu'on l'écoute. Et puis pour nous, ça va être pareil. On va avoir beaucoup plus de facilité à écouter ce qu'on ressent, pourquoi ça me contrarie, à écouter ce que mon enfant ressent et pourquoi c'est si difficile pour lui d'accéder à ma demande, etc. Donc, sur le long terme, c'est pas du tout difficile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de l'ornière, une fois qu'on a retrouvé en fait notre nature de communication bienveillante, puisque c'est dans notre nature d'avoir envie de contribuer, d'avoir envie d'écouter, c'est vraiment dans notre nature. Une fois qu'on a retrouvé ça, c'est hyper facile et c'est léger et la vie est belle. Donc, c'est une forme d'investissement. Oui, tu parles de cet investissement, ça permet de sortir des conditionnements de cette ornière. Et comment on évite finalement de passer dans l'extrême autre, c'est-à-dire d'être tellement à l'écoute de l'enfant qu'on s'écoute plus soi-même finalement et qu'on en vient à s'oublier. Parce que c'est ça souvent, cette charge supplémentaire, c'est peut-être aussi la pression qu'on se met à vouloir être perpétuellement dans cette bienveillance. Alors, je te remercie vraiment pour cette question parce que c'est hyper important de ne pas confondre communication bienveillante et dévouement. Et effectivement, ça peut faire peur. Les gens ils peuvent dire ouais, mais non, mais pour moi, il faut que ça marche droit parce qu'il faut que ce soit facile pour moi. Tu comprends moi, je travaille et ceci et cela. Donc, c'est comme si à un moment donné, on va donner la priorité aux besoins de l'enfant, puis on va oublier les nôtres. Alors que la question, c'est pas ça du tout.
C'est-à-dire que je ne vois pas comment je pourrais contribuer au bien-être de mon enfant en m'oubliant. Ça, c'est une ornière. C'est pas notre nature. C'est une ornière, c'est une autre ornière, ça. Et on est aussi nombreux à être vraiment dans cette ornière-là, qui est, écoute, fais plaisir à ton frère, fais plaisir à ta sœur, passe en dernier, c'est les autres d'abord. Et puis voilà, c'est l'éducation judéo-chrétienne qui nous a amenés à être dans le sacrifice et dans le dévouement. Mais ça, c'est une ornière, c'est pas de la communication bienveillante, ça. Ok. Mais La c'est important de le communication, préciser. Ouais. voilà. Parce qu'en communication bienveillante, on est bienveillant d'abord avec soi-même. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour toi d'être bienveillant avec toi-même? Alors, être bienveillante avec moi-même, ça veut dire que j'entends les messages qui me sont délivrés de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que le jour où je suis fatiguée, ben je prends en compte ma fatigue. Le jour où, ben, je ne sais pas, moi, je vais dire bonne nuit à ma fille, elle me dit, maman, tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai oublié de prendre ma bouteille. Eh ben moi, je suis épuisée, je suis complètement sur les genoux. Et rien que l'idée d'aller lui remplir un verre d'eau et de le ramener dans sa chambre, ça me paraît juste insurmontable. Ben, être bienveillante avec moi-même à ce moment-là, c'est lui dire, bah, écoute, là, je suis vraiment trop fatiguée, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc, voilà, je te demande de gérer ça toute seule. Puis voilà, ma fille, elle sait marcher. Là, elle me fait une demande, elle n'est pas dans une exigence, hein, elle n'est pas en train de me faire un truc, elle n'est pas malade. Donc, parfois, être bienveillant avec toi-même, ça veut dire non, mais ça ne veut pas dire que tu es malveillante avec ma fille. Hein. Il y a une très belle phrase de Marshall Rosenberg, je crois, qui dit que quand on dit non à l'autre, c'est souvent qu'on dit oui à soi-même. Voilà, c'est qu'on dit oui, en fait, on dit oui à quelque chose. Le truc, c'est d'aller chercher à quoi je dis oui quand je dis non. Et effectivement, que l'autre entende à quoi je dis oui quand je lui dis non, c'est important aussi. Que là, ma fille, elle entende que je dis oui à mon besoin de repos, que je dis oui à prendre soin de moi, c'est super important parce qu'elle n'a pas envie que je me plie en quatre pour elle. C'est pas ça, ça demande. Hein. Et tu parlais du coup de prendre soin de toi, de bienveillance envers soi-même. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi pour prendre soin de son enfant aussi? Bah, du coup, imaginons que je lui dis d'accord, ok, c'est bon, je vais te chercher ton verre d'eau. Donc déjà, là, quand je vais lui dire ça comme ça, je me mets à sa place, elle ne va pas se sentir soutenue. Elle risque de culpabiliser aussi. Donc là, je suis en train de m'imaginer que je prends soin d'elle en me sacrifiant. Et du coup, non, ça ne marche pas. Puis en plus, moi, si du coup, je vais me coucher après, lui avoir amené un verre d'eau et je sais pas quoi, et du coup, je me couche et je me rends compte qu'en fait, ça y est, j'ai loupé mon train du sommeil. Je serais allée me coucher 5 minutes plus tôt, je dormirais déjà. Et elle m'a demandé d'aller chercher un verre d'eau. Donc, je vais passer la moitié de ma nuit à essayer de m'endormir alors que je suis épuisée et je ne vais pas réussir. Et à qui je vais en vouloir? À ma fille. Donc, je vais me réveiller le lendemain matin et je vais être de mauvaise humeur. Et qui est-ce qui va en subir les conséquences? C'est ma fille, etc., etc. C'est, voilà, prendre soin de soi, ça nous rend détendus, plus gai, plus agréable à vivre. Le titre je vais vous le montrer maintenant. Le coffret de Sophie Grosjean et Célia Portail. Le sous-titre, je ne sais pas si vous le voyez, je prends soin de mes besoins, ça rend service à tout le monde, ça profite à tout le monde. Donc, c'est un coffret sur lequel on a des cartes avec les différents besoins. Donc, c'est une manière aussi de jouer avec, le vocabulaire de la communication manquante. Mais j'adore cette phrase, je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. C'est hyper important. Donc, juste 2-3 cartes comme ça en passant. Là, c'est... Alors, un peu plus haut, ouais. Voilà. Ça, c'est énergie, vitalité. D'un côté, vous avez l'image et de l'autre côté, vous avez les mots. Ok.
Voilà, on a plein de cartes comme ça. Il y a des tas de petits jeux à faire avec ça. C'est vraiment très chouette. Du coup, j'en profite aussi pour inviter les personnes qui nous regardent à poser des questions si elles le souhaitent, puisqu'on est en direct. Donc, profitons d'avoir Fanny Rondelet avec nous pour si vous avez des questions sur la CNV, sur les sujets qu'on aborde, etc. N'hésitez pas. Lors de notre entretien, et c'est en lien avec le prendre soin de soi, tu m'as parlé d'auto-empathie. Et pour moi, c'est un mot vraiment fondamental dans l'accès à notre monde intérieur et à pouvoir prendre soin de nos émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Mhm. Alors, l'auto-empathie, c'est se donner de l'empathie à soi-même. Et l'empathie, c'est juste de... Je suis en empathie avec quelqu'un, j'ai accès à ce que cette personne ressent, j'ai accès à ses besoins. Quand je suis en auto-empathie, je me donne l'occasion d'avoir accès à ce qui se passe pour moi. Mmh. L'auto-empathie, alors au début, quand on fait ces gammes de communication non violente, on a besoin de s'isoler quand même un petit peu pour écouter, parce que faut prendre le temps de descendre à sa petite échelle. Puis petit à petit, c'est quelque chose qui devient quasiment instantané. Mais au début, on va vraiment, c'est important de prendre un temps, de s'isoler pour aller vraiment se mettre à l'écoute de ce qui se passe. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un conflit entre deux de mes enfants. Juste au moment où je rentre du travail, je suis super énervée, j'en ai marre. Voilà, du coup, je leur demande de gérer leurs affaires et moi, je m'isole. Je vais commencer par lâcher, vraiment lâcher mon fiel, parce que toutes les pensées, tous les jugements que j'ai sur mes enfants, sur moi, à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est comme une couche d'oignon qui se met Mmh. par-dessus ce que je ressens vraiment. Donc, si je veux avoir accès à ce que je ressens vraiment, je peux prendre un temps pour vraiment lâcher tout mon fiel sur le fait que je suis une maman vraiment nulle, que j'ai super mal éduqué mes enfants, que j'en ai trop marre d'être aussi nulle, et puis que eux en plus, ils font aucun effort, etc., que je ne sais pas comment ça se fait, les enfants des voisins, ils sont vachement mieux éduqués, et puis les miens, et puis nana, et puis je suis vraiment une pauvre victime, et puis c'est vraiment des enfants capricieux, horribles, je ne sais pas ce que j'ai fait, etc. Je lâche tout mon fiel. S'autoriser finalement à ce qu'on ne dit jamais, à ce qui est complètement tabou dans notre société. Là, c'est ce que tu es en train de dire, de le faire dans le coussin ou de le chuchoter ou de le crier si les enfants n'entendent pas, mais Ouais. s'autoriser à le lâcher, quoi. Oui, parce que c'est cette voix que j'ai à l'intérieur et qui me dit tout ça, si je la coince et que je l'écoute pas, elle va ressortir à un moment qui n'est pas opportun. Mmh. Par exemple, face à son enfant. Parce que, par exemple, sur mon enfant. Cette petite voix à l'intérieur de moi, c'est comme un enfant qui me tire par la manche et qui me réclame quelque chose. Si je l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va faire, mon enfant? Il va parler de plus en plus fort. Et puis, il va finir par hurler, parce que moi, je parle à quelqu'un d'autre, lui, il me tire par la manche, je ne fais pas attention à lui. Donc, si je ne l'écoute pas, il va parler de plus en plus fort, il va hurler, il va me casser les oreilles. Cette voix à l'intérieur de moi qui dit que je suis nulle et que mes enfants sont insupportables, c'est la même chose. Si je ne l'écoute pas, et si je n'écoute pas ce qui est en dessous, plutôt, elle va finir par hurler et puis elle va sortir comme ça, vraiment à n'importe quel moment. Mmh. Et puis, ça va faire très mal. Du coup, vraiment lâcher ça, lâcher son fiel. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose dans les jugements que je vais dire du fait, par exemple, je pourrais dire, ils en ont rien à faire de ce que je ressens, ils en ont rien à faire de moi. Mmh. Et là, ça va me donner accès, ce que je viens de dire, ça va me donner accès à mon besoin. Moi, j'ai besoin tellement d'être prise en considération. Et ensuite, quand je touche aux besoins, généralement, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Parce que quand je capte à quel point j'ai besoin de considération, ça me fait une sorte de... Dans cette situation, j'imagine une énorme tristesse qui remonte parce que je réalise à quel point moi-même, je me donne peu de considération. Je réalise à quel point, dans mon quotidien, mon besoin de considération, je n'arrive pas à le nourrir. Et je reste avec ça. Et je reste avec qu'est-ce que ça me fait
de voir que j'arrive pas à nourrir mon besoin de considération. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? La part de moi qui a tellement besoin de considération, elle lâche les vannes. C'est comme quand vous écoutez un enfant, quand vous commencez à lui dire t'es triste, c'est difficile pour toi ce qui se passe là. Si il se retenait de pleurer, il osait rien dire, il se la coinçait, il entend ça, il va ouvrir les vannes. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette part qui a besoin de considération, elle va lâcher les vannes et puis ça va me faire tellement du bien. Donc tout à l'heure, j'étais en train de taper dans mon coussin en hurlant comme quoi mes gosses, ils étaient insupportables. Et maintenant, je suis juste en train de me prendre dans mes bras et de mesurer à quel point j'ai besoin de considération. Depuis le début, je reviens sur ça parce qu'on a une question aussi d'une personne qui demande si on a une liste de besoins pour aider les parents à se comprendre, à comprendre leurs enfants. Et peut-être avant de parler de la liste des besoins, donc quand on parle de prendre soin de soi, on parle de nos besoins, écouter nos besoins. Est-ce que tu me permets de reprendre l'exemple d'une scénette Oui, oui. de ton spectacle? Tu veux l'expliquer, la scénette, ou tu veux que je... C'est sur Lily qui a 3 ans et qui a peur. Mhm. Et du moins, c'est ce qu'elle avance. En tout cas, elle ne veut pas rester seule. Et son père, qui revient d'une journée harassante, a besoin de calme, de tranquillité, de solitude. Et tant qu'il n'exprimera pas clairement ses besoins, Lily n'aura de cesse de le harceler. Et donc, moi, j'ai une question, c'est comment reconnaître un besoin chez soi, à partir de comment le papa, par exemple, qui est dans cette situation, il peut aller chercher ce besoin chez lui et le reconnaître. Parce que ce n'est pas forcément facile d'être connecté à soi. Mhm. Alors là, ce qui se passe pour le papa, c'est que quand Lily lui demande de lui raconter une histoire, ben, ce qui sent en premier, ce qui arrive en premier, c'est juste non, non, j'ai pas envie, quoi. Tout sauf ça. Raconter une histoire, là, c'est complètement insurmontable, c'est pas possible. Donc c'est ce mouvement-là à l'intérieur qui dit, mais non. C'est le premier mouvement qui montre qu'il y a un besoin là qui cherche à être satisfait. Il y a quelque chose. Alors, le problème souvent, c'est que c'est quand on vient mettre un truc par-dessus, tout de suite, le mental qui vient dire oh, mais c'est pas bien, hein, le rituel du soir, quoi. Donc, Mm. non, il faut raconter l'histoire. Et ce jugement-là, il vient dire quoi aussi? Et ben, ce jugement, il vient parler d'un autre besoin. Ah. Et c'est là qu'on est dans un conflit intérieur, en fait. Donc, ce qu'on fait à l'extérieur, d'écouter les besoins des uns des autres, on le fait aussi à l'intérieur. En fait, chaque fois que j'ai ce mouvement à l'intérieur, quelque chose qui dit non ou un gros ras-le-bol à l'intérieur, ça me parle d'un besoin. Chaque fois que j'ai un jugement, ça me parle d'un besoin. Si par exemple le papa il se dit, mais en fait, elle le fait exprès de me demander une histoire juste au moment où je suis fatiguée. Mm. Si il a un jugement comme ça sur sa fille, c'est qu'il a un besoin qui est réactivé à ce moment-là. Donc là, déjà, on a accès au fait que y a quelque chose il y a quelque chose qui est réactivé. Après, si on se dit juste j'ai besoin de, ça vient tout seul. Mm. Si on dit le début j'ai besoin de, ça vient tout seul en fait. Et pas confondre avec j'ai besoin que, parce que j'ai besoin que Oui. tout coup que ça marche pas. Hein. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de repos. Et comment on sait que c'est ce besoin-là qui est vraiment touché, c'est que ça fait quelque chose à l'intérieur. On le fait cet exercice avec les cartes là que je vous ai montré tout à l'heure en fait. On prend une carte, par exemple, besoin de, je sais pas moi, de respect, de considération. On va reprendre le même besoin que tout à l'heure. Besoin de considération. On prend la carte, on la pose sur son ventre et on se dit le mot comme si on le mettait à l'intérieur de nous. J'ai besoin de considération. Et on sent dans notre corps si ça fait une détente, si ça fait quelque chose. Parce qu'en fait, c'est notre corps qui nous parle de nos besoins. C'est pas dans la tête, hein, les besoins. C'est vraiment quelque chose qui monte de l'inconscient du corps. Mm. Et donc, voilà, juste de dire le début de la phrase, j'ai besoin de... Et ça vient tout seul. Ok. Et parfois, on a besoin d'en dire plusieurs parce qu'on ne tombe pas tout de suite sur le bon. Voilà, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. Ouais, c'est repos, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ce que mon corps me dit. Et Donc, pourquoi voilà, pardon, Oui. Non, excuse-moi. non, j'allais juste poursuivre. Pourquoi c'est important, en fait,
de les exprimer, ses besoins, et de ne pas les garder enfouis. Mm. Bah, parce que c'est la vie qui passe en nous, hein. Les besoins, je sais pas, vous prenez une plante, vous avez une plante chez vous qui est voilà, dans son pot, vous voyez que la plante, elle décrépit, c'est la vie qui s'exprime, quoi, qui dit j'ai soif. Donc, si vous la regardez, que vous dites ah, c'est bizarre, cette plante, vous faites rien, voilà, elle va mourir. Ben, nous, c'est pareil, hein. Nous, c'est pareil. Si on donne pas, si on nourrit pas nos besoins, à un moment donné, notre corps, il va somatiser. Si on... C'est-à-dire, somatiser, ça veut dire qu'il va créer euh, j'allais dire des maladies, mais en tout cas Ouais, des gènes physiques ou psychologiques. ouais. Bah ouais, par exemple, j'ai besoin de me détendre parce que je suis hyper crispée, je suis tout le temps crispée, mais j'entends pas mon besoin de détente, je l'entends pas. Donc mon corps, il est tout le temps crispé, tout le temps serré. Au bout d'un moment, je vais avoir des contractures musculaires là dans les épaules, je vais être coincée au niveau des bras, des choses comme ça. C'est ça, exprimer ses besoins, c'est aussi, en tant que parent, c'est aussi exprimer ses limites. Ouais. Et pourquoi c'est important de les reconnaître envers nos enfants qu'on a des limites. Alors, pourquoi c'est important de reconnaître qu'on a des limites? Parce que justement, ça va donner à notre enfant accès à nos besoins. Parce que nos limites, hein, c'est la membrane justement qui contient la vie, qui contient nos besoins. Et si l'enfant, il peut rentrer là-dedans et puis que jamais jamais il y a une résistance, il peut rentrer là-dedans jusqu'à on ne sait pas où. Il sent pas en fait, il sent pas nos besoins, il sent pas que on est quelqu'un. Et c'est pas bon pour lui non plus. Parce que je reprends l'exemple tout à l'heure de ma fille qui me réclame un verre d'eau quand je suis super fatiguée. Si maman, elle est capable de m'apporter un verre d'eau, alors que, je veux dire, ma fille, elle le sent bien si je suis fatiguée. Même si je le dis pas, elle le sent. Surtout les enfants. Les enfants, ils sont branchés d'inconscient à inconscient avec nous. Ils le sentent parfaitement, ils le savent. Donc, elle sent bien que je suis fatiguée et elle voit que je vais quand même lui chercher un verre d'eau. Donc, si ma mère, elle est super puissante au point de pouvoir aller me chercher un verre d'eau alors qu'elle est complètement amorphe, c'est qu'elle peut tout. Donc, le lendemain, je vais vérifier qu'elle peut encore. Et si elle peut pas, je vais essayer de vérifier, parce que je vérifie où elle est, ma mère. J'ai besoin de la sentir, quoi. Voilà, donc je vais vérifier. Alors après, on dit, mon enfant, il est capricieux, mais il n'est pas capricieux. Hier, il m'a senti là, loin. Là, ça réagit ici. Donc, il veut vérifier, il veut savoir où c'est. Où elle est, moi, ma limite. Moi, je ne suis pas pour dire il faut mettre des limites aux enfants. C'est pas ça la question. La question, parce que mettre des limites aux enfants, ça voudrait dire qu'on prend des limites là, extérieures, les choses qu'on fait, les choses qu'on ne fait pas, machin, c'est pas ça. Les limites, c'est mon intérieur qui me dit mes limites. Donc, première conséquence, ça n'a plus de fin, puisque mon enfant, il va tester tout le temps où est ma limite et il ne va pas la trouver. Et du coup, moi, je vais être complètement envahie et épuisée. Et puis, deuxième conséquence, c'est que mon enfant ne va pas, lui, dépasser les siennes de limite. Puisque maman, elle va me chercher un verre d'eau alors qu'elle est épuisée. Moi, j'ai juste la flemme. Ça veut dire que ma flemme, elle est plus légitime que la fatigue de maman. Ça veut dire que ma flemme, c'est une limite pour moi qui m'empêche d'aller me chercher un verre d'eau, puisque maman valide que ma flemme est légitime, que ma flemme m'empêche d'aller chercher un verre d'eau, puisque elle prend sur elle pour aller me le chercher, c'est que ma flemme, ça doit être quelque chose de vraiment insurmontable. Donc, maman valide que voilà, ma flemme, je ne peux pas la surmonter. Maman valide que je ne suis pas capable de surmonter ma flemme. Donc, la flemme, c'est une limite pour moi. Donc, voilà, je suis en train de lui... En fait,
je lui fais pas part de mes limites, mais je lui en mets du coup. Oui, ça déséquilibre en fait le rapport à soi par rapport aux limites, puisque du coup, le cadre est instable. Je ne sais pas si Voilà. on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, et puis Ok. je réduis sa zone de confort aussi à mon enfant. Mm. Oui. Puisque je n'arrive pas à lui dire non, ça veut dire que pour lui, un non, ce qu'il entend comme information, c'est moi, il ne faut pas me contrarier, il ne faut pas me forcer, il ne faut pas que je sois frustrée. Donc, il va toujours rechercher ce petit, tout petit cadre où il n'est pas contrarié, pas frustré, pas forcé de rien. Donc, je lui réduis sa zone de confort. Donc, Ok. lui, il sent pas mes limites. Donc, moi, je suis quelqu'un de super puissant, machin, avec 1000 bras et tout. Et lui, à mesure que je fais tout pour lui, qu'il ne sent pas mes limites, et ben lui, ses limites à lui, elles se racrapotent. Alors que Ok. si je dis à mon enfant, ouais, tu as la flemme, c'est difficile pour toi, je comprends, mais c'est super que tu sois suffisamment courageuse pour te lever malgré ta flemme. C'est super, tu as cette capacité. Du coup, bah ouais, ma flemme n'est pas une limite, je passe par-dessus et donc j'augmente ma zone de confort. Donc si mon enfant sent mes limites, mon enfant, il augmente sa zone de confort, il dépasse les siennes de limites, dans le sens, voilà, il progresse, quoi. Hein. Mhm. Et puis, il apprend aussi à respecter l'espace de l'autre, la limite de l'autre, parce que aujourd'hui c'est moi, mais quand il va se retrouver avec quelqu'un d'autre plus tard qui n'aura pas du tout envie de dépasser ses limites, ça va être super compliqué pour lui. Ok. Je voulais revenir parce qu'il y avait une question par rapport aux besoins. Mhm. Donc, c'est Sybille qui demandait si tu avais une liste des besoins pour aider les parents à se comprendre et à comprendre leurs enfants. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe sur plein de sites. Euh, Est-ce que tu peux en donner quelques-uns qui te semblent les plus importants pour toi dans ta vie de tous les jours accessibles? des sites? Non, pas des sites, tes Ah, des besoins. besoins? Oui, tes besoins. Ouais, les sites, on vous en mettra. Ouais, Tu m'enverras par mail ou ouais, on vous ouais, mettra une liste. Ouais. ouais. Alors, besoin, eh ben, besoin de calme, besoin de sérénité, de repos, besoin de considération, besoin de respect, besoin d'amour, besoin de contact, besoin de sécurité, besoin d'avoir le choix, besoin de liberté, besoin de reconnaissance, besoin de soutien, Mhm. besoin d'aide, Je pense que c'est déjà. ouais, d'expression, de créativité, de se le relier à sa créativité, de se relier à la confiance. J'espère que ça vous donnera des pistes. Dites-nous, Mm. dites-nous vos besoins en commentaire. Ça me fera plaisir. Ça nous fera plaisir de les lire par la suite. Besoin d'apprendre aussi, hein, quand on Ouais. demande une liste de besoins, besoin d'apprendre. Euh, à partir de ces besoins, tu m'avais parlé comment ça avait fait évoluer tes schémas relationnels avec tes enfants. Et vu qu'on est donc dans ce programme, il existe pour la 18e édition de la Journée de la non-violence éducative ordinaire. Mhm. Il y a quelque chose qui est très important, c'est comment faire évoluer nos schémas relationnels et qui va de pair en fait avec comment éviter les réactions ou les mots dont on parlait tout à l'heure, qui sortent tout seul avec son enfant, ces automatismes en fait éducatifs qu'on n'a pas forcément déconstruits dans son couple et voire dans la famille aussi. Ok, donc les schémas relationnels, en fait, je reviens à l'ornière. Mhm. Hein. Donc, en fait, c'est comment sortir de cette ornière, la Oui. question. Mm. Euh, donc, il y a deux pistes. Hein. Il y a, enfin, que je connais. La première piste, c'est déjà de prendre conscience que c'est une ornière, ces schémas relationnels, prendre conscience qu'on est dans une ornière.
et prendre conscience que cette ornière, elle ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Cette ornière, elle est là parce que depuis que je suis enfant, et puis mes parents avant moi, mes grands-parents avant mes parents, on est tous passés sur ce chemin-là et on a creusé cette ornière. Donc, prendre conscience de ça. Se relier à pourquoi je suis dans cette ornière. Me relier à mon enfant intérieur aussi. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené dans cette ornière? C'était quoi la source? Et puis, avoir de la bienveillance pour cet enfant qui s'est mis dans cette ornière. Parce qu'à un moment donné, ça a été vital pour lui de se mettre dans cette ornière. Parce qu'à un moment donné, si je me pliais pas, je sais pas, par exemple, j'imagine un enfant à qui on demande toujours de passer en deuxième ou en troisième par rapport à son frère qui a une faiblesse ou je sais pas quoi. Si je rentre pas dans ce mode un peu sacrificiel, je vais perdre l'amour de papa ou de maman. Ça, c'est la croyance de l'enfant, hein. Je dis pas que c'est vrai. Mais en tout cas, lui, il interprète dans le fait que son père ou que sa mère le gronde quand il fait pas ce qu'on lui demande, il interprète qu'il n'est pas aimé. Du coup, l'amour de papa et maman, pour un enfant, c'est quand même la base vitale. Donc, pour avoir cette base-là, on va se mettre dans une ornière. Ouais, c'est la base de l'attachement sécurisant. Voilà. Et donc, dès que ça s'est remis en... Enfin, que l'enfant se questionne sur cet attachement-là envers son parent, il va mettre en place automatiquement, pour se sentir à nouveau en sécurité, des stratégies. Ce que toi, tu appelles des ornières quand ça évolue, en fait, et qu'on devient adulte. Voilà. Voilà. Et du coup, avoir de la bienveillance pour cette ornière, parce qu'elle m'a permis de conserver l'amour de papa-maman, par exemple. Et pour le fait que j'ai choisi de rester dans cette ornière. Et après, donc une fois que j'ai pris conscience de ça, je prends conscience aussi que maintenant, adulte, j'ai peut-être plus besoin de rester là-dedans. Prendre conscience que du fait que je suis dans une ornière, ça va peut-être être compliqué pour moi d'en sortir, parce que même si je ne vois plus le sens d'y être, une ornière, c'est quand même quelque chose qui a tracé sa route et qui est difficile à quitter. Du coup, il y a un tout petit truc à faire, c'est juste se dire, la prochaine fois que je me retrouverai dans cette situation, je ferai autrement. On ne dit pas ce qu'on va faire, on dit juste, je ferai autrement. Parce que pour sortir d'une ornière, en fait, on ne calcule pas qu'on va faire ci, qu'on va aller là, qu'on va aller sur telle route. Pour sortir d'une ornière, physiquement, je sais pas, je suis à vélo, je donne un coup de bidon dans l'autre sens. C'est ça que je fais. Donc, je fais autrement. Je fais autre chose. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est la piste un peu plus, comment on dit, CNV. C'est un petit peu le même cheminement, mais en termes de besoins. C'est-à-dire, cette ornière, elle me permet de nourrir quel besoin? Ce schéma relationnel, il me permet de nourrir quel besoin? Par contre, ce schéma relationnel, il m'empêche de nourrir quel besoin? Et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place qui pourrait nourrir les besoins dans les deux colonnes? Ok. Et concrètement, du coup, si on part de... Parce que là, c'est presque comment on peut agir pour anticiper ce passage à l'acte. Et tu m'avais donné un exemple fabuleux de apprendre à nager, finalement, pour éviter de se noyer quand on est débordé. Et quand on est débordé et qu'on est en train de se noyer, je pense souvent aux familles monoparentales qui sont seules avec leur enfant et l'enfant il est en train de crier et ils n'en peuvent plus. Comment on évite finalement de passer à l'acte dans la violence? Qu'est-ce qu'on peut faire là, à l'instant où le danger il est imminent? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout à l'heure, je parlais de l'auto-empathie. J'avais commencé à parler de l'auto-empathie. Donc, le moment où je me mets je me mets à l'écart et je crache mon fiel. Donc, on peut faire ça. Et surtout, ce qui est super important de se rappeler à ce moment-là, c'est
c'est de la légitimité de ce qui bouillonne à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, j'ai envie d'étrangler mon gamin. Tellement je suis énervée, tellement j'en peux plus, j'ai envie de l'étrangler. Par contre, si ça, je dis, mais non, mais t'es folle, t'as pas le droit de penser ça, c'est horrible. Non, 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 vite, vite. Et je me sens tellement coupable que je vais même pas prendre un temps pour moi, je vais vite aller m'occuper de mon enfant parce que je me culpabilise tellement d'avoir eu cette pensée qu'il faut que je me rattrape. Du coup, hop, je repars dans mon truc de sacrifice. Non, j'ai le droit. J'ai le droit, c'est important. C'est super important. Effectivement, c'est une pensée qu'on pourrait appeler une pensée un peu déchet, hein, parce qu'il faut la cracher, il faut la jeter. Eh ben, ouais, notre corps, il fait des déchets, c'est pas honteux, hein. Sauf qu'il les fait à un certain endroit. Il les fait pas sur les autres. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est cette violence qui bouillonne à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui doit sortir de moi. Donc, je vais le faire sortir de moi, mais pas sur les autres. C'est tout simple. Donc, parfois, c'est comme une envie pressante. Hein, les enfants, ils peuvent comprendre. Hein. Excuse-moi, là, il faut que j'aille cracher ma colère et je veux surtout pas le faire sur toi. Donc, je m'éclipse. Ok. Et je vais aller cracher ça. Et à partir de... Donc ça, on est dans le respect finalement du prendre soin de soi et du prendre soin de son enfant. Et où est-ce que tu mets la limite dans le prendre soin de soi au détriment de l'enfant? Cette notion de sacrifice que tu nommais tout à l'heure. Alors, parfois, tu as des parents qui disent moi, ça me fait du bien hein, de crier de toute façon, ou ça me fait du bien de taper. Donc, il faut bien que ça sorte. Ok, non, mais c'est super important que ça sorte. C'est ce que je disais à l'instant. C'est important que ça sorte, et c'est important que ça sorte au bon endroit. Ne fais pas ses besoins sur les autres. C'est exactement la même chose. Il faut que ça sorte, mais pas sur les autres. Donc, vraiment, vraiment de sentir que c'est légitime. Oui, on a le droit d'avoir des pensées meurtrières. C'est légitime. Mais simplement, ces pensées-là, elles sont... Je les écris sur mon journal ou je les crache dans mon oreiller. Voilà, jusqu'au moment où j'ai accès à mes besoins et je peux écouter et je peux me prendre dans les bras et je peux vraiment m'accueillir avec ce que je vis à l'intérieur. Je pense qu'on est globalement tous d'accord pour dire que, par exemple, prendre soin de soi, c'est-à-dire aller jusqu'à hurler ou frapper sur son enfant, ça se fait au détriment de l'enfant. C'est quelque chose qui est à peu près globalement dans la société reconnu. Est-ce que tu peux aller plus loin en donner des exemples plus concrets? Parce qu'il y a parfois des manières de fonctionner. Moi, je peux donner la question, toi, tu parlais de t'isoler toi-même. Parfois, on a le réflexe de vouloir isoler l'enfant pour pouvoir prendre soin de soi. Et elle est où cette limite, en fait? Alors, pour moi, c'est vraiment à partir de quel endroit de moi j'agis. Si j'agis à partir d'un endroit de moi qui est, comment dire, branché sur mes besoins, sur les besoins de l'enfant, c'est OK. Si je suis branchée à un endroit de moi qui est en lien avec une blessure, par exemple, dans un mode de compensatoire. Par exemple, il y en a marre, pas moi, c'est tout le temps, c'est tout le temps toi, on parle à l'enfant, hein, c'est tout le temps toi qui décide l'histoire qu'on lit le soir, et moi j'aime pas cette histoire, et puis j'en ai vraiment marre, et ce soir c'est moi qui décide, parce que là j'en ai vraiment trop marre. Donc ce soir je décide. Là, et puis je vais choisir une histoire sans m'assurer que mon enfant il est OK pour cette histoire. Là, je suis en mode enfant. C'est-à-dire que je suis en mode enfant blessé qui, un jour, ou je ne sais pas, hein, qui, dans l'enfance, n'a jamais été entendu, c'est jamais lui qui choisissait, tout ça, ça a grandi, et puis ça sort ce jour-là sur son gamin à lui. Donc là, j'agis à partir de mon enfant blessé.
Et il y a plein de moments comme ça, hein, quand je sais pas, je dis j'ai besoin de faire la fête avec mes copains, toi tu vas te coucher, nous on va boire un coup. Euh, voilà, maintenant ça suffit, j'ai besoin de me détendre, et puis voilà, je vais aller boire des canons sans m'assurer que mon fils il est bien couché, que tout va bien pour lui, ou ce genre de choses. Ok. Là, il y a vraiment à aller écouter, est-ce que ça part d'un truc revanchard, compensatoire, à partir d'une blessure, ou est-ce que ça part d'un endroit où, là, ça peut être une action, ça peut être isoler l'enfant, hein, ça peut être ça, mais c'est à partir d'un endroit qui est, ben là, vraiment, pour me protéger, pour le protéger, je ne vois pas d'autre solution. Donc, En ça fait, va être. c'est l'intention finalement, ou en tout cas l'endroit d'où l'on part. Est-ce que c'est vraiment dans le besoin de protéger l'enfant, Mm, ou de se protéger pour protéger l'enfant, voilà. qui va changer En fait, c'est l'intention de lien, d'être en Et, lien avec l'autre. Ok. et d'être en lien avec la vie aussi. Il y a une notion aussi de, quand on est dans des actions un petit peu musclées, il y a la notion de protection de la vie. Mhm. Hein, en CNV, on parle de l'usage protecteur de la force. C'est-à-dire que bah, il y a des moments où on est branché avec la vie et on va poser une action musclée, mais c'est vraiment en protection avec la vie. Je sais pas, je vois mon enfant qui est en train de traverser et puis il y a une voiture qui arrive, bah, je me pose, je lui dis pas, est-ce que ça te va si je te prends puis je te mets en arrière? Bah non, je le prends, je le tire, quoi. Voilà, là je suis dans l'usage protecteur de la force. C'est quelque chose. Euh, voilà, je suis branchée avec la vie. Je suis pas branchée avec puisque c'est comme ça, voilà. On arrive à la fin et tu as donné envie à certains des internautes d'aller faire une formation en CNV. Est-ce que si on t'écrit ou si tu nous donnes peut-être les lieux de formation, elle demande si on peut l'orienter vers certaines formations en fonction de Mhm. nos lieux d'habitation. Ouais. Donc, il y a le site, ben, je t'enverrai le lien, hein. Il y Oui, a le site de la CNV où il y a tous les formateurs, ok. tous les stages qu'ils proposent. Il y a aussi un site qui est en lien avec la communication non violente, c'est Déclic, Mhm. Déclic CNV Éducation. Donc, c'est la CNV, mais vraiment dans le chapitre éducation, donc pour les professionnels et aussi pour les parents. Donc là, vous allez trouver aussi des outils. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, quelque chose qui te semble important? Euh, Ben, ouais, j'ai envie de revenir sur la gratitude, sur le fait que tu parlais tout à l'heure de comment faire quand on se noie. Et Mhm. on n'a pas beaucoup évoqué le apprendre à nager, c'est-à-dire chaque jour poser des petits rituels pour apprivoiser ces outils qui vont nous aider petit à petit à avoir accès à notre vie intérieure. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à pratiquer la gratitude, Envers prendre du soi-même. temps, voilà, envers soi-même, envers les autres. Et puis de s'ouvrir aussi. Il y a aussi une chose que j'ai envie d'ajouter, euh, de s'ouvrir au fait que nos enfants, ils sont multifacettes. À certains moments dans notre vie, on va focaliser sur une des facettes de notre enfant. Par exemple, je sais pas, il met en danger. Mon enfant, en Mhm. ce moment, il se met en danger, c'est vraiment super préoccupant, etc. Se rappeler toujours que ben, notre enfant, il a cette facette-là, oui, mais il a plein d'autres facettes. Et d'échanger de la gratitude tous les jours, ça permet, quand on est un peu coincé sur une facette de l'enfant, ça permet d'aller regarder, d'observer son enfant et d'aller regarder quelle pépite il nous a apporté aujourd'hui. Même si parfois on a l'impression qu'il nous empoisonne l'existence toute la journée, ça va nous obliger à aller chercher c'était quoi la pépite aujourd'hui. Mhm. Du coup, on va mettre le focus sur la pépite et du coup, on va lui donner, on va la valoriser, on va la mettre en lumière. Et puis, du coup, le lendemain, on aura moins de mal à la voir, la pépite, parce que on va focaliser dessus. Et notre enfant, même chose. Cette pépite, elle aura été vue. Du coup, il va recevoir l'information que cette pépite, elle est importante. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est super clair. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Et on peut te retrouver dans ton spectacle, donc avec Christian, si je ne dis pas de Oui, c'est ça. bêtises, Ouais. qui s'appelle Quelle famille. Mhm. Toutes les informations sont sur ton site lafanette.odavia.com et à Mhm. travers tes livres aussi, Le secret d'Hugo, alors qu'il n'est malheureusement plus édité, ce qui est un roman jeunesse 7-12 ans sur la confiance en soi, l'appartenance au groupe et la communication non violente. Et le Mhm. conte Nous sommes tous des princes et des princesses, qui est un recueil de contes initiatiques pour adultes et enfants à partir de 7 ans, ou encore sur ton blog qui est une vraie pépite, croireenmoi.com. Je Mhm. rappelle que si vous ou un de vos proches êtes dans une situation difficile avec vos enfants, des ressources gratuites ainsi qu'une liste de professionnels vous sont proposées. Il suffit de nous envoyer un message en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Et nous, on se retrouve demain à 20h30 avec Elena Grienzoni, co-autrice avec Claire Fantini du livre « Touche pas à ma parentalité ». Nous aborderons avec elle le poids et l'impact des intrusions ordinaires telles que « Bah alors, il ne fait pas encore ses nuits ?» À demain soir pour ce sujet passionnant. Et je vous invite, juste après cet entretien, à prendre le temps de vous questionner sur la pépite de votre journée, comme nous l'a fait part Fanny ce soir. Merci beaucoup, Fanny. Avec plaisir. Merci à toi, Ophélie. Au revoir.